Bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous pour cette séquence de conversation dédiée à accompagner et financer les entrepreneuses africaines avec le Social and Inclusive Business Camp, donc le SIBC version courte, qui est un programme d'accompagnement des entreprises sociales africaines qui nous réunit ici aujourd'hui à Emerging Valley et qui a la particularité cette année d'être 100% dédié à des femmes qui entreprennent. Et donc, j'ai le plaisir de compter avec moi autour du micro 4 femmes qui entreprennent ou qui accompagnent celles et ceux qui entreprennent à travers des financements, à travers du renforcement de capacités. Je vais les laisser tour à tour se présenter et nous dire qui elles sont, mais avant et pour entrer dans le vif du sujet. Mesdames, si vous le permettez, je vais vous poser cette question. D'abord femme, d'abord entrepreneur. Comment vous vous situez par rapport à ça? Donc, qui êtes-vous et voilà, comment abordez-vous cette question dans votre quotidien professionnel? Je commence, d'accord. Bonjour à toutes, merci beaucoup. Donc, je suis Camille Linquier, je travaille pour African Management Institute et chez EMI, nous accompagnons des entrepreneurs, des femmes entrepreneurs, mais tous les entrepreneurs. Donc, d'abord femme ou d'abord entrepreneur, pour ma part, j'accompagne des entrepreneurs et ce qu'on voit à travers les programmes que nous déployons, c'est que pas vraiment répondre à cette question, c'est pas un jour on est une femme, un jour on est un entrepreneur ou une entrepreneur, mais c'est plutôt tout à gérer en même temps et donc ce que nous essayons de faire, c'est dans le design de nos programmes, de s'assurer d'avoir des programmes et un design qui permettent aux femmes entrepreneurs d'avoir la flexibilité dont elles ont besoin pour gérer toutes leurs tâches de front. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Mial Khanefson, je suis directeur d'investissement chez Investisseurs et Partenaires. Pour répondre à ta question, Johanna, d'abord femme, d'abord entrepreneur, je suis plutôt dans le financement des entrepreneurs et militante du financement des femmes entrepreneurs. On le fait chez YEP à travers 2 axes. Le premier axe étant essayer, dans nos pratiques, de faire en sorte que le financement de l'entrepreneuriat féminin puisse accéder à nos programmes grâce à en ayant identifié les biais et les blocages qui existent et qui font que justement aujourd'hui dans le capital investissement, dans le financement des femmes, très peu de femmes entrepreneurs arrivent à se faire financer et donc essayer dans nos pratiques de débloquer tout ça et augmenter autant que possible le financement des femmes. Et le deuxième axe, c'est cette fois-ci dédié aux femmes, des programmes en particulier comme le SIBC, mais également aussi des programmes de financement dédiés aux femmes. Donc ces 2 axes au niveau de YEP. Bonjour à tous, donc je suis Jessica Alogo, donc je suis entrepreneur au Gabon dans l'agro-industrie. Et du coup, j'ai un peu une double casquette et une vision peut-être un peu 360 de ces sujets, puisque je suis aussi investisseur, je suis sur le board d'un comité d'investissement et je suis aussi sur un comité de surveillance d'un hub de formation pour les femmes entrepreneurs, Women in Africa. Et donc d'abord femme ou entrepreneur, en fait on choisit pas. On est femme entrepreneur à tous les moments de la journée et pour avoir été cadre dans l'industrie pétrolière il y a quelques années, j'ai envie de dire la chance qu'on peut avoir quand on est entrepreneur, c'est de pouvoir finalement faire conjuguer les 2 mondes en même temps. Moi, je sais qu'en tant qu'entrepreneur, je vais essayer de travailler plus de chez moi pour être là pour mes enfants. Après, il y a des approches différentes. Il y en a qui vont dire non, on est à la maison, c'est les temps de la maison. Bon, moi, je mixe les 2 parce que voilà. Et c'est aussi le pourquoi finalement de pourquoi on entreprend. Parce que moi, quand j'ai quitté un poste de haut cadre dans l'industrie, c'était aussi pour donner du temps à ma famille. Donc, c'est mon why. Et donc, voilà, je l'adapte dans ma vie de chef d'entreprise. Et mes enfants sont au centre. Au travail, on sait que j'arrive à 9h parce que je dois déposer mes enfants à l'école. On sait que je pars plus tôt.
mais que je suis disponible à travailler de chez moi plus tard jusqu'à minuit. Donc j'ai vraiment construit mon projet d'entreprise autour de mes priorités personnelles et familiales. Et voilà, ma vie d'entreprise tourne autour de ça. Donc on ne choisit pas, on l'adapte vraiment à sa façon et à ses besoins. Et Julia Pantini, donc moi je travaille à l'Agence française de développement. Donc je participe à la structuration de projets, parfois leur financement, sur des projets d'appui aux entreprises, à l'entrepreneuriat, et parfois des programmes dédiés aux femmes entrepreneurs. Donc je rejoins les différentes participantes sur le fait d'être femme ou entrepreneur. Je crois que c'est deux notions qui sont difficiles à dissocier en tant que telles. Ce qui nous intéresse en tout cas à l'AFD, c'est d'avoir plutôt une approche où on va avoir des femmes, parce qu'il y a des profils de femmes, qui vont avoir aussi des barrières, des besoins qui vont être spécifiques selon leur parcours, selon leur profil. On identifie à l'AFD dans nos programmes des barrières qu'on appelle nous immédiates, qui vont être souvent des barrières partagées par bon nombre d'entreprises au niveau de l'accès au financement, de l'accompagnement, mais qui sont souvent plus accentuées pour des publics de femmes entrepreneurs. Donc l'importance de prendre en compte ces questions-là du point de vue aussi des femmes, en entendant aussi leurs besoins et en les écoutant dans la structuration de ce type de programme. Et je crois que Jessica l'évoquait aussi très bien à ton niveau et dans ton expérience professionnelle. On a la question des barrières qu'on appelle, nous, structurelles, qui sont des barrières qui dépassent simplement les questions de l'entrepreneuriat, mais qui vont être aussi sur les questions d'inégalité de genre. Donc comment des femmes vont avoir parfois des charges domestiques plus importantes, des questions de mobilité, des questions d'accès à des biens et des services qui vont être autour des questions d'entrepreneuriat, mais qui ne sont pas directement liées. Et donc, on développe aussi à l'AFD des approches qui sont parfois spécifiques et dédiées. Mais je crois que côté investisseurs et partenaires, vous en parliez aussi, on a des projets qui ne sont pas non plus que 100% femmes. On essaye d'avoir des approches qui sont plus systémiques dans la réponse à leurs besoins. Merci beaucoup à toutes les quatre pour ce partage assez intense. Je pense qu'on comprend en vous écoutant que voilà, il faut dépasser cette dichotomie. Il n'y a pas une femme, une façon d'entreprendre. Et puis, ce qu'on comprend en vous écoutant, c'est aussi et surtout qu'on a plusieurs vies, qu'elles sont toutes très intenses et que voilà, ça nous demande de nous adapter, d'être flexibles. Et j'entends aussi dans vos propos la question des blocages, la question des barrières, la question de comment on dépasse des problématiques qui sont spécifiques. Donc on est aussi ici pour justement partager un peu les points de vue à propos de ces programmes spécifiquement dédiés aux femmes. Donc je voudrais vous entendre sur ça, de vos points de vue de participantes, de vos points de vue d'investisseuses, de vos points de vue de directrices de structure. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les programmes auxquels vous avez participé, selon les différentes positions dans lesquelles vous avez été, en tant que entrepreneuse, partenaire. Peut-être qu'on peut commencer avec Jessica, justement, de parler de son expérience avec le SIBC. Oui, tout à fait. Alors, j'avais fait par le passé des programmes mixtes. Moi, personnellement, en termes de participantes, c'était la première fois... Non, c'était la deuxième fois. Oui, la deuxième fois, puisque j'avais fait Women in Africa il y a quelques années. Donc, la deuxième fois que je participais à un programme 100% féminin. Et... Je pense que définitivement, l'expérience est définitivement enrichissante, en fait. Parce qu'en vérité, quand on est dans des programmes mixtes, la parole n'est pas aussi libérée. Les hommes prennent de l'espace. Ils sont vocaux, en fait. Et naturellement, mais ça, c'est aussi... voilà, nos barrières personnelles en tant que femmes, enfin, l'éducation, voilà, tout ce qu'on porte, toute cette charge d'éducation, émotionnelle qu'on porte, qui fait que quand on est dans une assemblée d'hommes, c'est plus difficile. C'est plus difficile de trouver sa voix en tant que femme. C'est plus difficile aussi de lever certains sujets. Parce que, bon, quand on est avec les hommes, on ne va pas parler de comment concilier les enfants, parce que ça fait nunuche, quoi. Parce qu'évidemment, les hommes, pour eux, c'est pas un sujet. Donc, ils auront toujours ce biais-là. Ah oui, encore les enfants. Mais c'est une réalité, en fait. C'est une réalité pour tellement de femmes. Et c'est un réel sujet. Ce n'est pas juste,
voilà, c'est pas du luxe, c'est un réel sujet. J'entendais une entrepreneuse du Sénégal qui est dans la transformation, qui est dans la boulangerie. Bon, elle doit se lever à 4 heures du matin, elle a ses enfants, elle a des boulangeries partout en dehors de Dakar. Et c'est une maman, en fait, c'est une réalité avec laquelle elle doit conjuguer. Les hommes ont ce confort de ne pas avoir à conjuguer ça, en fait. Mais pour nous, c'est une réelle réalité. Et c'est rafraîchissant de pouvoir en discuter sans jugement, sans avoir un biais, un a priori, voilà, un peu pessimiste sur le sujet. Et définitivement, la parole est libérée. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose sur lequel, c'est des sujets sur lesquels je réfléchis aussi, en termes de networking. Mais ça a été vraiment quelque chose d'une expérience personnelle que j'ai tirée récemment. J'ai participé à un événement comme ça, où avant l'événement, on a fait un brunch juste entre femmes. Et donc là, les femmes ont appris à se connaître, à discuter, à parler entre elles. Parce que j'avais aussi un peu ce biais-là, mais finalement, bon, pourquoi 100% de femmes? Est-ce vraiment nécessaire? Parce que finalement, pour emmener vers quoi? Parce que, ok, maintenant, on fait ça entre femmes, mais en fait, c'est quoi le next step? Où est-ce que ça nous emmène? Et cette expérience a été intéressante parce que du coup, on se connaissait, voilà. Et maintenant, quand l'événement en tant que tel a commencé, on n'était plus seuls, en fait. On n'arrivait plus dans une salle, à devoir parler à des hommes qu'on ne connaît pas. Non, parce qu'on avait une copine qui était là-bas. Alors, tu traverses la salle, fièrement, et tu vas vers une autre femme qui est une de tes sœurs et qui t'introduit. Ah, tiens, est-ce que tu connais Joseph? Et donc, les mises en relation étaient tellement plus faciles. C'est des choses... Et ça a été un des networking les plus efficaces que j'ai eu à faire dans ma vie. Et clairement, si je n'avais pas eu toutes ces femmes, je serais probablement restée dans mon coin. J'aurais peut-être parlé avec une ou deux personnes, mais clairement, ça n'aurait pas eu cette efficacité. Donc, je pense que c'est un grand levier et c'est un vrai pouvoir de rassembler ces femmes-là entre elles pour créer un réseau. Et ce réseau, ensuite, quand il sort dans un monde mixte, voilà, fait du sens en fait, articule d'autres leviers et crée, ça a vraiment un effet multiplicateur. Et oui, après, je ne vais pas trop mobiliser la parole, mais j'ai eu aussi une expérience très intéressante. Là, j'étais plutôt formatrice dans un programme 100% féminin, mais du coup, des femmes entrepreneurs plus vulnérables. Là, on était parce que c'est vrai que des fois, on a un peu ce luxe-là, on est un peu sur des levels de femmes quand même assez avancés. Mais là, c'était vraiment l'industrie informelle, vraiment des populations de femmes extrêmement vulnérables. Et donc, moi, j'étais coach, j'étais censée être rémunérée. Et puis, la directrice du programme m'appelle, elle me dit « Ah bon, Jessica, finalement, j'aurais pas les moyens de te payer. » Parce qu'en fait, quand on a commencé, on s'est rendu compte que ces femmes, elles n'avaient pas besoin de formation technique. Ce dont elles avaient besoin, c'était de psychologues, de thérapeutes et de développement personnel. Parce qu'elle devait d'abord se réparer en tant que femme avant même d'aller aborder c'est quoi un business plan et c'est quoi un fonds de roulement. Et j'ai trouvé ça vraiment aussi un sujet de réflexion très intéressant pour dire que en fait les femmes elles ont vraiment d'autres besoins. C'est pas une vue de l'esprit, c'est qu'elles vivent des challenges dans leur vie personnelle auxquels les hommes ne sont pas confrontés. Elles ont des blessures que les hommes n'ont pas. Et elles ont vraiment ces besoins spécifiques-là. Et que donc, en fait, il faut des programmes pour les femmes, en fait. Merci beaucoup, Jessica. Merci pour ce partage vraiment très riche qui, effectivement, nous montre que les réalités sont différentes et qu'on a besoin de ces espaces pour parler de nos réalités propres en confiance et en sécurité. On revient sur ce qu'on s'est dit lors de la première question, mais sur le fait que les femmes aussi sont différentes les unes des autres. Et on voit bien l'intérêt de ces programmes et ce qu'on comprend aussi, peut-être à demi-mot, et je me tourne vers toi, Camille, sur ce sujet, c'est que peut-être qu'il n'y a pas une façon de faire programme dédié, mais qu'il y a peut-être différents moments, différents espaces, selon d'ailleurs qu'on se pose du point de vue d'une entrepreneuse CEO, leader ou d'une formatrice qui accompagne des femmes plus vulnérables dans leurs activités. Il y a des besoins qui ne sont pas les mêmes, qu'on a besoin d'analyser de manière spécifique. Comment vous proposez différents formats sur tout ça? Oui, merci. Et Jessica, c'est très intéressant d'avoir ton retour en direct, puisque cette année, c'est la première année que le SIBC avait une cohorte 100% femmes. Ce qui s'est passé les autres années, c'est qu'on avait des cohortes mixtes, mais par contre, la première session
lors du bootcamp était une session réservée uniquement aux femmes. Et l'idée, c'était effectivement d'avoir ce moment un peu de partage entre femmes entrepreneurs avant et qui créait une sorte de cohésion et qui permettait ensuite de prendre plus de place une fois que tous les hommes arrivaient. Et on voyait d'ailleurs bien la différence entre la session du matin et la session de l'après-midi. Donc c'est intéressant d'avoir ton retour. C'est vrai que chez Email, notre approche, c'est plutôt de se dire que tous nos programmes doivent d'abord répondre aux besoins des femmes entrepreneurs, alors qui sont des besoins très divers, mais aux besoins des femmes entrepreneurs, même si ce sont des programmes qui s'adressent à tous les entrepreneurs, y compris les hommes. Et ça, on les design pour s'assurer qu'ils soient suffisamment flexibles pour que les femmes entrepreneurs puissent gérer de front et leur business, et leur famille, et leur communauté, et tout ce qu'il y a d'autre à gérer que parfois les hommes entrepreneurs peuvent un petit peu laisser de côté s'ils en ont besoin. Donc que ce soit des programmes 100% femmes, on en fait, donc il y a eu le SIBC cette année, on en a fait d'autres, ou bien des programmes dans lesquels on a quelques sessions réservées aux femmes entrepreneurs, ou des programmes qui sont uniquement des cohortes mixtes, mais où c'est plutôt dans le design de la session ou des sessions qu'on va s'assurer qu'on donne un espace vraiment de partage, mais aussi qu'on donne la flexibilité nécessaire. Je pense qu'il y a aussi une vraie question autour de la sélection. Au-delà d'avoir des programmes qui soient 100% femmes, c'est aussi s'assurer qu'on a suffisamment de femmes. Et donc là, ça demande d'être un peu plus d'intention quand on fait la sélection. Ça demande de lever certaines barrières, de mettre à disposition l'information. Je te rejoins aussi sur le fait que si on regarde peut-être la cohorte du SIBC, je pense que beaucoup d'entre vous avaient eu accès à l'information et à d'autres programmes avant. Chez Email, on accompagne aussi des entreprises qui sont beaucoup plus petites. Et là, on se rend compte que c'est très difficile d'aller chercher ces femmes entrepreneurs dans des régions, dans certains pays ou dans certaines régions. Donc, comment on travaille avec des partenaires pour vraiment aller chercher les femmes entrepreneurs là où elles sont. Donc à plein de niveaux, on essaye de s'adapter. Et ce que nous avons fait, nous, au cours des dernières années, c'est de travailler avec une organisation qui s'appelle Value for Women pour vraiment revoir tous nos programmes et les adapter aux femmes d'abord. Et après aussi au niveau de comment on s'adapte en fait à chaque profil de femme entrepreneur, au même titre qu'on s'adapte à chaque profil d'entrepreneur en réalité. C'est la session par exemple que nous déployons lors du SIBC qui s'appelle donc Find Your Voice pour le SIBC, qui a participé Jessica. Pour les femmes entrepreneurs de cette cohorte, cette session, elle était plutôt à viser, donc c'est une session qui aborde les principes de storytelling et c'était plutôt pour s'entraîner au pitch ou s'entraîner à parler à ses équipes, ses investisseurs. Mais en fait, c'est une session qu'on a d'abord designée pour des femmes micro-entrepreneurs pour parler au sein de leur communauté plutôt. Donc, sur des principes qui sont les mêmes, on va aussi pouvoir adapter le design et juste la manière dont on enseigne pour s'adapter aux différents profils. Merci beaucoup Camille et pour continuer à creuser sur ces sujets, donc puisqu'on est réunis ici dans le cadre du SIBC, je vais peut-être passer la main à vous, Mial, sur IEP, qui est un des partenaires clés de ce programme. Est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue sur la cohorte de cette année versus d'autres cohortes peut-être que vous avez pu conduire en mixité. On est sans filtre. Hein. Et peut-être que vous avez envie de nous parler aussi d'autres programmes qui vous paraissent pertinents sur ces sujets. Il y a un sujet particulier sur sur les femmes entrepreneurs, c'est le financement, l'investment readiness qu'on appelle, le fait de rendre des entreprises prêtes à être investies par des investisseurs tels que IEP. Sur le SIBC, mais en général, il y a une prise de conscience qui est nécessaire, qui est celle que les investisseurs ont malheureusement des biais inconscients. Quand c'est une femme qui vient pitcher devant un investisseur, l'investisseur n'aura pas le même regard et le même jugement qu'il porterait si c'est un homme, même si le contenu de ce qui est dit est exactement le même. Donc, le fait aujourd'hui d'avoir un programme tel que le SIBC permet
en quelque sorte, permettre le programme de Investment Readiness, désolé, en français, j'y arrive pas. Pardon ? Préparation à l'investissement. Non, investissable, enfin je sais pas. Bref. D'avoir, en quelque sorte, une meilleure compréhension des investisseurs et de leurs attentes et de tout l'ensemble pour non pas contrer les billets, parce que je pense que c'est assez difficile de le prendre dans cet angle-là, mais plutôt d'être le plus... avoir un discours qui est le plus irréprochable possible et que donc puisse parler et avoir une certaine... j'ai pas envie de dire crédibilité parce que ça sous-entend que les femmes entrepreneurs ne le sont pas, mais plutôt essayer d'enlever au niveau de l'investisseur, d'enlever ce filtre en comprenant que la personne qui est en face connaît ses sujets et sait parler à l'investisseur. Et donc, donc, je pense que des programmes tels que les SIBC et de le faire d'une manière dédiée aux femmes devraient permettre ça. Et d'ailleurs, nous avons passé une journée hier durant lesquelles elles ont pitché auprès de plusieurs investisseurs. Et clairement, j'en ai reçu quelques-unes. Et on est ressorti avec, oui, il y a quelque chose à faire, on va regarder les dossiers, il y a une grande chance de pouvoir les financer. Donc, voilà ce que je peux dire sur la SIBC. Mais pour le financement en général des femmes entrepreneurs, l'investisseur, encore une fois, a des billets. Et je pense que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui en interne chez IEP pour pouvoir réussir à enlever ces billets-là, c'est bien, mais il faut réussir à faire en sorte que ça soit copié quand ça marche. Et donc, il faut en parler. Et donc, c'est super qu'on puisse en parler aujourd'hui. Non seulement en parler, mais influencer tout un écosystème. Et on a d'ailleurs d'autres programmes, comme je disais, qui permettent cette fois-ci de financer des investisseurs qui vont, eux, financer des femmes entrepreneurs, donc des investisseurs dédiés femmes. Ça fait partie des programmes que nous avons également chez IEP. Donc, c'est un autre, je pense, une autre façon de pouvoir réussir à soutenir des femmes entrepreneurs un peu plus que ce qui est et ce qui existe actuellement. Merci beaucoup. Donc, effectivement, on le voit, hein, il y a différents niveaux d'intervention et tout cela est loin d'être homogène et c'est beaucoup plus complexe qu'on pourrait l'imaginer à première vue. Et on pourrait se demander finalement, voilà, est-ce qu'un enjeu, c'est pas au-delà de considérer les chefs d'entreprise, de aussi s'intéresser aux investisseurs et aux partenaires financiers et comment on les forme et comment on déconstruit nos pratiques et nos regards. Et donc, je me tourne vers Julia qui est avec l'Agence française de développement, l'autre grand partenaire du SIBC côté justement investissement. Comment d'une part on se positionne en tant que bailleur dans le cadre de ces programmes et comment en fait ça nous invite nous-mêmes à déconstruire un peu et remettre en perspective nos façons de travailler qui sont peut-être parfois pas très inclusives. Vaste sujet en effet, et alors je suis désolée, mon micro est un peu baissé, donc j'espère qu'on m'entendra bien. Nous, c'est un sujet qui est central à l'AFD, on essaie de développer des projets dans lesquels on essaye aussi de changer un peu de paradigme, c'est-à-dire qu'on se sort d'une pratique qu'on va appeler sexo-spécifique, où on va cibler 60% de femmes entrepreneurs dans notre programme, on sort du quantitatif, de l'impact, où 100% de femmes entrepreneurs, pour aller vers des projets qui mettent la lutte contre les inégalités femmes-hommes, mais aussi l'autonomisation économique des femmes au cœur du projet. Et ça, pour nous, c'est un changement important. Et je rejoignais beaucoup le diagnostic que tu faisais aussi, Miali, sur finalement ce que je vais appeler moi les structures intermédiaires. Donc, que ce soit
des incubateurs, des accélérateurs, mais aussi des institutions financières, il y a une importance dans les programmes que développent des bailleurs, que ce soit l'AFD ou d'autres partenaires techniques et financiers, d'appréhender l'écosystème dans son ensemble. Les femmes entrepreneurs, et je crois que Jessica, tu l'as très très bien souligné, vont rencontrer ces barrières immédiates, mais aussi ces barrières structurelles sur lesquelles déjà ces programmes, et l'AFD essaie de le faire à son échelle, on doit travailler à les gommer, ou en tout cas à les résoudre le plus possible dans nos programmes. J'illustre ça, c'est un programme qui fait beaucoup écho au SIBC. En RDC, on a lancé le programme Pour Elle avec Expertise France, qui est un programme d'appui du coup aux femmes entrepreneurs congolaises, dans lequel on a profilé des femmes dans des territoires. Et ça, c'est important de le dire aussi, de sortir d'une analyse qui est juste de profil de femmes. Elles sont aussi, leurs problématiques sont différentes selon les territoires, les interactions et les structures qui vont les accompagner dans des écosystèmes qui sont finalement très locaux. Dans ce même programme, on a essayé du coup de donner aussi, je pense que ça rejoint beaucoup Camille, ce que tu sais, des programmes pour les femmes et par les femmes. Donc on a aussi fait parler des cohortes de femmes qui ont aussi des vulnérabilités, tu en parlais Jessica, qui sont différentes et qu'il faut prendre en compte. Je donne un exemple, mais dans ce programme, on s'est rendu compte que beaucoup de femmes entrepreneurs, dans certains programmes aussi pilotés par des partenaires techniques et financiers, n'étaient pas informées de leurs droits. Donc à partir du moment où elles avaient accès à des services, qu'ils soient financiers ou non financiers, elles se retrouvaient parfois dans des configurations où on leur demandait en retour un service. Elles ne savaient pas aussi qu'elles avaient le droit parfois, du coup au niveau de la loi même, à certains points qui semblent fondamentaux, mais elles n'en étaient pas informées. Donc on a mis en place notamment des médiateurs socio-juridiques sur ce type de projet, pour donner aussi une idée de l'importance. On s'est rendu compte aussi que ces femmes avaient des mobilités parfois très réduites. Donc mettre en place par exemple des mécanismes aussi de garde partagée pour permettre à des femmes de pouvoir accéder à des formations ou venir dans des lieux en tout cas communs et partagés, en pouvant avoir aussi des systèmes de garde, puisque souvent elles assurent, la plupart du temps, la charge domestique de leur enfant au sein d'un foyer ou d'un couple. Donc c'est autant de sujets qui font parfois preuve de bon sens, mais qu'on a remis au cœur de ce type de programme. Et pour finir, ces programmes, qu'en tout cas on essaye de développer du point de vue de l'AFD, on essaye d'y donner une touche peut-être un peu plus, alors moi je vais utiliser le mot systémique ou transformationnel, mais l'idée c'est qu'on travaille sur l'écosystème, donc on sensibilise des investisseurs, on sensibilise des incubateurs, on se rend compte aussi souvent qu'il y a beaucoup de structures qui ne sont pas formées à ces enjeux de genre, qui vont accompagner des femmes entrepreneurs, mais conscientiser toutes ces barrières auxquelles font face les femmes entrepreneurs, ça permet aussi à ces structures d'adapter leurs services, leur accompagnement, et du coup aussi la sensibilité parfois de leurs formatrices ou formateurs. Et au niveau des politiques publiques, et ça je pense que c'est des points aussi extrêmement importants, on travaille aussi à ce niveau qui est un peu plus macro, pour mettre en place du coup au niveau de gouvernement, au-delà de lois, du coup aussi former des cadres, des fonctionnaires, à ce qu'on appelle des budgets par exemple sensibles au genre, des programmes dans lesquels des cadres, des fonctionnaires qui vont intervenir de près ou de loin sur ces questions comprennent, sont sensibilisés et travaillent à une meilleure égalité femmes-hommes. Donc ça, c'est aussi le sujet transformationnel au-delà du service aux femmes entrepreneurs, que je répète au pluriel, puisqu'on a du coup des profils très différents. Donc remettre ces femmes au centre, mais agir un peu sur tout le long de l'écosystème. Merci beaucoup. Donc, on le voit, hein, il y a vraiment différentes échelles et différents niveaux d'intervention qui doivent être pris en considération quand on évoque ces sujets d'appui à l'entrepreneuriat portés par des femmes, donc que ce soit au niveau des entrepreneuses elles-mêmes, des structures d'accompagnement, des investisseurs, de l'écosystème dans sa globalité. Mais on y revient toujours quand je vous entends parler sur voilà, ce qui fait blocage, ce qui fait encore barrière, ce qu'on a besoin de dépasser. Donc, en quelques mots, peut-être, qu'est-ce qui, selon vous, voilà, permettent, grâce à ces programmes, de faire effet de levier, quelles sont les barrières que ces programmes spécifiquement permettent de lever pour atteindre un impact qu'on n'atteindrait pas sans ça. Qui se lance? Jessica, la parole à l'entrepreneur. Okay. Quelles sont les barrières qu'on peut lever via ces programmes-là? Déjà,
enfin, en parlant vraiment de programmes féminins, c'est vraiment, comme je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire intégrer, il faut que ce soit quelque chose d'extrêmement conscient, de savoir qu'en dehors de knowledge et de skills techniques, les femmes ont besoin peut-être plus qu'une autre population vraiment de soft skills en fait. Parce que de ce que moi je rencontre quand je suis sur des conseils d'administration où on va parler de business menés par des femmes ou quand je vais dans des incubateurs, c'est vraiment des problématiques de soft skills sur lesquelles il faut plus mettre l'accent, plus travailler et que c'est les programmes les plus performants. C'est-à-dire, parce qu'en vérité, ces femmes-là, elles n'ont pas de force. C'est-à-dire que moi, je dis souvent, bon, je pense qu'on est assez formés, en fait. Je sais que ça peut paraître... C'est-à-dire, on a quand même l'impression qu'en tant que femme, on n'est jamais légitime. Je veux dire, moi, je suis au cadre de l'industrie pétrolière depuis plus de 10 ans. Je suis entrepreneur depuis 7 ans. Je suis sur des conseils d'administration, mais j'arrive encore à walk-in dans des rooms où il y a des gens qui vont me donner le sentiment que I'm not enough. Et donc, on rentre un peu aussi dans un engrenage où on a l'impression qu'on n'est jamais assez, en fait. Et donc, est-ce que finalement, c'est de compétences techniques dont on a tant besoin ? Je pense c'est avoir aussi une démarche consciente et se dire qu'on a vraiment besoin aussi de compétences qui du coup vont être très sexo-spécifiques, mais de soft skills, de confiance en soi, voilà, travailler vraiment sur ces aspects-là, parce que c'est ces programmes-là qui vont être le plus impactants finalement et gérer et le plus transformationnel sur ces femmes. Au-delà juste des contenus techniques. Après, bon, ça, c'est bon, aussi quelque chose d'un peu plus général, mais c'est aussi mon postulat après, avoir vécu plusieurs programmes et puis après en avoir managé aussi quelques-uns. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi avoir un engagement. On est très politique, on est tous un peu politisés, d'une manière ou d'une autre, et on veut faire le bien. Mais à un moment donné, il faut arrêter de vouloir faire des chiffres. Et puis de se dire, il faut aussi savoir faire des choix et se dire, bon, tu sais quoi, j'ai $1 million. Au lieu de vouloir dire que j'ai formé 1000 entrepreneurs, tu sais quoi, je vais en former 10. Et je vais mettre les mains dans la boue. Je vais pas juste faire des formations. Je vais payer un cabinet d'expertise comptable qui va venir 2 semaines par mois dans l'entreprise. Je vais payer un expert en QHSE, si c'est dans l'agro, qui va venir s'asseoir 2 semaines. Et au lieu d'orienter mon argent uniquement sur de la formation, pour souvent des populations de femmes qui sont déjà beaucoup formées, en fait. C'est pas qu'elles savent pas. C'est juste qu'elles n'ont pas les moyens ou le temps ou l'énergie, parfois, de déployer finalement ces connaissances techniques. Et vraiment, pour moi, il faut revoir en fait l'approche de formation et l'approche de financement vers on va former moins, on va faire un choix conscient de sélectionner de sélectionner les meilleurs et de les accompagner en profondeur. Et ce seront elles qui après vont entraîner les autres qu'on n'a pas touchés au départ. Mais finalement, au lieu finalement d'en toucher 1000 avec $1 million, peut-être qu'on va en toucher finalement 100 000. Parce que ces 100 qu'on aura choisis, elles vont créer l'effet de levier et l'effet boule de neige. Vraiment, de ce que je vois aujourd'hui, j'aimerais vraiment voir cette approche d'accompagnement et de formation aller dans cet esprit, en fait. Donc un effet de levier, voilà, sur l'impact finalement. Est-ce que peut-être Camille avec AMI qui développe des outils justement sur sa mesure d'impact, est-ce que vous faites les mêmes constats ? Oui, je pense que, ce qui est important et ce que je retiens aussi de ce que tu dis, c'est pour nous ce qui est important, c'est de savoir sélectionner les entrepreneurs et l'entrepreneur au sens large, pas uniquement les femmes, qui vont bénéficier le plus des programmes. Et après des programmes, il y en a de toutes sortes. Et donc, des programmes qui vont être plus avec du coaching et des programmes qui vont être plus généraux. Je pense que l'important, c'est de savoir bien sélectionner et bien positionner son programme pour avoir l'impact choisi et espéré. Et après, sur le pourquoi nous, on souhaite effectivement accompagner de plus en plus d'entrepreneurs et de plus en plus de femmes entrepreneurs, c'est aussi parce que dans les mesures d'impact qu'on a faites dernièrement, on se rend compte que les femmes
entrepreneur crée en général plus d'emplois auprès des hommes et auprès des femmes, donc crée plus d'emplois de toute façon en moyenne que les hommes, et crée aussi plus d'emplois que les femmes. Donc, il y a c'est un peu le double effet. Non seulement les femmes entrepreneurs créent plus d'emplois, mais créent plus d'emplois pour les femmes, ce qui va permettre un effet boule de neige, espérons-le. Donc, je pense que les 2 points qui sont vraiment importants pour nous, c'est savoir bien cibler son programme. À mon avis, il y a effectivement beaucoup d'entrepreneurs qui sont déjà très formés et c'est pas la peine forcément de venir rajouter les mêmes programmes. Je pense qu'il y a des entrepreneurs qui n'ont pas accès à de l'accompagnement et ces entrepreneurs-là, il faut aller les chercher et peut-être que ça doit être... Enfin, nous, en tout cas, notre sentiment, c'est que ça doit être fait à l'échelle. Il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin aussi. Mais pour peut-être aussi refaire le lien avec ce que tu disais, Jessica, il y a effectivement la partie compétences techniques ou compétences business qui doivent être les plus pratiques possibles. Il y a un vrai travail qui doit être fait aussi au niveau de l'entrepreneur lui-même ou elle-même sur cet état d'esprit de l'entrepreneur et comment en fait surmonter les obstacles qui sont sur sa route et qui se rapportent beaucoup plus à des compétences soft skills, ce qu'on essaye de faire également. Oui, c'est intéressant, hein, ces constats. On voit qu'on ne mesure pas les mêmes choses selon que l'on parle de tel ou tel type d'entreprise. Et c'est intéressant de voir que les femmes vont créer plus d'emplois et plus d'emplois pour les femmes et cet effet boule de neige finalement. Est-ce que chez IEP, vous constatez aussi des résultats similaires ou comment vous appréhendez cette approche aussi entre compétences techniques, soft skills? Est-ce que c'est aussi des choses que vous constatez parmi les entrepreneuses que vous accompagnez? Je dois avouer qu'on n'a pas fait d'études particulières quant à une comparaison performance homme-femme. Mais ce que je peux dire, c'est que ce que je constate, c'est que c'est beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus compliqué pour une femme pour arriver au même résultat qu'un homme, même si elle sait le faire. Ce n'est pas une question de compétence, c'est une question de contexte. C'est des exemples, pour donner des exemples simples, mais qui ne viennent pas en tête. Si on a un rendez-vous à 18h, un homme, il s'habille, il s'en va. Une femme, c'est... D'abord, c'est qui que je vais rencontrer? Est-ce qu'il y a un risque quand je me fasse agresser? La première chose que je me pose comme question, comment je dois m'habiller? Parce que est-ce que je suis désolée pour l'exemple, mais est-ce que y aura des toilettes par exemple, ou est-ce que je dois prévoir qu'il y ait justement pas de toilettes? Enfin, ça rend certaines choses beaucoup plus compliqué que si ça avait été pour un homme. Et ce qui fait qu'à compétence égale, une femme doit, pour pouvoir y aller, doit faire beaucoup plus d'efforts, doit fournir beaucoup plus de choses. C'est tout simplement beaucoup plus difficile. Donc il faut avoir une discrimination positive, non pas pour favoriser les femmes, mais pour justement faciliter et réduire cet écart-là. Et donc, chez IEP, donc, il y a du coup quelques favoritismes, entre guillemets, qui sont faits pour permettre ça, pour que, à compétence égale, un homme et une femme puissent ne pas avoir puissent avoir à fournir le même effort pour arriver à un même résultat, tout simplement. On surperforme, hein, finalement. Mais il nous reste, je crois, peu de temps, 2 minutes. Donc, je laisse Julia rebondir sur cette question. Et j'aimerais bien, après, si on a le temps, en un mot, que chacune puisse donner son mot de la fin. Voilà, sur si on devait changer la donne, quel souhait on émettrait en direction de nos communautés. Donc, Julia, je te laisse commencer pour boucler et lancer. C'est parfait. Et j'entre en résonance sur tout ce qui s'est dit et je pense que déjà pour changer la donne, il faut plus de moyens dédiés, parfois aussi de temps et d'espace pour créer ce type de programmes qui sont peut-être un peu plus substantiels dans leur approche, c'est-à-dire qu'ils prennent le temps d'écouter les besoins des femmes entrepreneurs. Moi, j'entrais aussi beaucoup en résonance avec ce que Jessica disait.
à arrêter d'être concentré sur une logique de chiffres, mais d'aller sur du qualitatif, du sur-mesure. Et ça, je pense que c'est important. Le sur-mesure s'applique autant pour des femmes qui vont être dans le secteur informel et dans le micro-entrepreneuriat, mais qui vont avoir peut-être besoin des accès à ce qu'on appelle des compétences socles, peut-être un peu plus générales, aussi bien que pour des femmes qui vont être dans des logiques de croissance, etc. Et dans cette bonne pratique, moi, je pense que c'est important de travailler aussi sur les questions de confiance en soi. Je pense que c'est un point énorme. Il y a beaucoup d'autocensure pour nous, les femmes entrepreneurs, parce que je suis aussi femme entrepreneur, mais c'est un autre débat. Et on revient sur la pluralité des profils. Et la pluralité des profils. Et je crois qu'il y a cette question de confiance en soi et de visibilité qui doit être aussi pensée dans les programmes qu'on développe. Voilà, merci. Merci. Jessica, un mot de la fin? Moi, j'ai envie de dire, du coup, de toute cette approche globale, il faut juste, en fait, je pense qu'il faut plus de femmes partout, en fait. Il faut juste plus de femmes partout, parce que aussi, comme tu le disais tout à l'heure, ce qui se passe aussi sur des conseils d'administration où il n'y a pas de femmes, c'est que les hommes ne comprennent pas, en fait. Souvent, ils n'adhèrent pas, ils soutiennent pas les femmes, parce que souvent, les femmes vont porter des projets qui s'adressent aux femmes. Donc souvent, en fait, ils ne comprennent pas. Et le fait d'avoir plusieurs femmes dans la pièce, ça change la donne. Donc il faut plus de femmes dans les instances de gouvernance, que ce soit les conseils d'administration, dans toutes les instances de gouvernance. Une fois qu'on aura une taille critique de femmes dans ces instances de gouvernance, les choses vont changer. Les décisions vont changer, les femmes vont impacter, voilà. Et ça change complètement la balance et ça change la donne. Et finalement, il faut des politiques, en fait. Et ça, parce que si tu contrains pas les gens, ils le font pas. Et moi, j'ai un bel exemple sur le secteur bancaire, puisque, bon, moi, je cherche toujours des opportunités de conseil d'administration, etc. Et là où on recherche des femmes en conseil, c'est dans le secteur bancaire. Mais c'est parce que la régulation les y oblige. Ils sont obligés d'avoir des administrateurs indépendants, c'est obligatoire. Et une fois que tu cherches un administrateur indépendant, tu te dis, bon, ben, je vais adresser la question du genre. Donc, en fait, les banques, ils cherchent que des administrateurs indépendants femmes. Mais c'est parce qu'on les y oblige. Donc, il faut un environnement politique, il faut une réglementation qui oblige les gens à le faire. Et voilà, il faut plus de femmes dans les instances de gouvernance et c'est ça qui va changer la donne pour moi. Et donc, ce favoritisme. Exactement. Bon, moi, j'ai 2 points. Le premier, c'est la prise de conscience. Lorsqu'on est conscient de nos biais inconscients, on arrive à les adresser. Mais comment est-ce qu'on pourrait résoudre un problème quand on n'a même pas conscience qu'il y a un problème? Donc, la prise de conscience. Et le deuxième, c'est lorsque vous réussissez quelque chose, acceptez d'être un modèle. Là, je parle aux femmes en général, et que ce soit entrepreneuses ou investisseuses ou formatrices. Il faut oser être un modèle. Il faut se montrer pour que les autres copient et ne pas hésiter à accompagner celles qui en ont besoin ou même celles qui, on sait, pourront aller loin. On manque vraiment de modèles. Non pas parce que ça n'existe pas, mais parce qu'on est très discrète. Camille. Ah, j'ai le même problème de micro. Oui, je pense que plus de moyens pour accompagner les femmes entrepreneurs définitivement. Plus de femmes entrepreneurs, plus d'impact, plus de création d'emplois. Je pense quand même que je dirais qu'il faut aussi continuer à intégrer les hommes entrepreneurs et les hommes en général parce qu'ils font partie du problème et qu'on a envie que leur état d'esprit change aussi. Accompagner les femmes à être fières et à trouver leur voie et avoir de la voix, je pense que c'est extrêmement important. S'assurer qu'il y a des prises de conscience autour aussi de la part des hommes qui les entourent, c'est très important également. Merci à toutes, merci de nous avoir écoutés et à bientôt.